et bienvenue sur Radio Modin. Alors il y a pas longtemps, j'ai répondu à un influenceur qui faisait un react sur une de mes vidéos qui parlait de rap, de la dimension musicale du rap. Alors très bien, petit débat musicologique, mais aujourd'hui on continue cette réponse, et cette fois-ci on va s'attaquer à des choses beaucoup plus piquantes, beaucoup plus problématiques, comme on dit quand on est de gauche, ou disons beaucoup plus rigolotes, comme on dit quand on est de droite. Puisque en gros, moi, la thèse que je défends, c'est que le rap a une influence néfaste sur la société et tout particulièrement sur certaines communautés. Et donc en face, on a évidemment notre cher Cassos 2.0 qui va défendre la thèse inverse, et je crois que malheureusement, ça va très mal se passer pour lui. Dans l'épisode précédent. Alors ça me fait chier parce que je suis un peu d'accord. Et moi justement, l'érudit, le scientifique de la musique. C'est pas des maths, contrairement à ce que les particiens ont voulu me dire. C'est de l'art. J'ai pas besoin de tout ça pour l'apprécier, la vivre, la comprendre, l'entendre. J'ai pas besoin de tout ça. Ça, c'est une vision très scolaire, très académique et très occidentale, une fois de plus. Mais ça va pas te plaire si on te le dit. Parce que les blancs n'aiment pas qu'on les ramène au fait qu'ils soient blancs, une fois de plus. Alors ici, je vous donne un petit peu de contexte. En gros, je disais que mettre sur un pied d'égalité ses émotions, le ressenti purement instinctif qu'on a avec la musique, donc des choses purement subjectives, avec le jugement de l'érudit, du spécialiste, c'est une erreur. Parce que oui, le goût, ça se travaille, ce n'est pas quelque chose de figé. Et beaucoup font l'erreur de voir ça comme un marqueur de leur personnalité. Mais c'est pas ça qui est le plus intéressant là-dedans. C'est que, en gros, pour lui, la démarche scientifique, l'instruction, la démarche académique, ce serait quelque chose de purement occidental. Et donc, il oppose en quelque sorte l'intellectuel à l'émotionnel. L'intellectuel, la connaissance, donc qui serait l'apanage de l'Occident, et l'émotionnel, l'instinct, qui serait celui de l'Orient, peut-être. Et ça, ce discours qui consiste à placer l'intellect du côté des Blancs, comme il le dit, et puis l'instinct du côté des autres, c'est littéralement le même discours que celui des racistes, qu'il est censé dénoncer. Mais le pire, c'est qu'on sait pas trop. En fait, je crois que même lui, il sait pas trop ce qu'il oppose à l'Occident. Sachant que, je vous rappelle, juste comme ça, au cas où, le rap est une musique occidentale. Et il vous suffit de regarder autour de lui, d'ailleurs, pour comprendre que tout ce qu'il consomme, ce sont des produits de consommation de masse occidentaux. À commencer par la musique qu'il écoute. Mais surtout, tu sais, mon cher Cassos, la musique, c'est comme le vin. Après, je suis pas sûr à 100% que l'exemple du vin puisse te parler, mais bon. Tu peux te bourrer la gueule tous les jours à la villageoise si tu veux, mais tu peux aussi apprendre à découvrir, à comprendre le vin et ses subtilités. Et ça passe par un certain nombre de connaissances. Être capable de mettre des mots sur des sensations, sur des goûts, se créer un référentiel, etc. Mais tu sais, il y a des gens qui sont tellement incapables d'apprécier le vin qu'ils en arrivent à croire que l'œnologie, c'est une légende. Comme eux n'ont pas fait l'effort de développer leur goût, mais ils pensent que c'est tout simplement impossible. Après voilà, le problème, c'est que on fait pas peuple ensemble, c'est le grand problème. Et que donc, tu vois, mon exemple du vin, là, déjà, je pense que malheureusement, tu peux pas pleinement le comprendre, parce que ça t'est probablement interdit de boire du vin. Parce que c'est ça aussi, faire peuple ensemble, c'est avoir des références communes. Mais j'imagine que tu es musulman, ou qu'en tout cas, tu viens d'un milieu culturel musulman. Alors évidemment, comme tu écoutes de la musique, que tu en fais aussi probablement, tu vas pas être forcément un musulman très pratiquant, que c'est quand même un peu haram tout ça. Mais si tu veux, moi, le coup que tu me fais là, de me dire c'est un truc de blanc, ils peuvent pas comprendre notre manière de voir le monde, ce n'est pas une vision de blanc, ce n'est pas une vision occidentale, en fait ça revient à dire qu'on ne fait pas peuple ensemble. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est faux en plus. Le rap est une musique occidentale. Arrêtez de vous raconter des mensonges à ce niveau-là, les gars. Mais bon, ce truc, c'est une vision occidentale, etc. Mais il a aussi quelque chose d'extrêmement méprisant. Et d'ailleurs, il y a quelque chose là-dedans, moi, qui a tendance à beaucoup m'agacer, c'est vrai. Et tu sais, comme ces musulmans qui viennent critiquer la nourriture française, alors que factuellement, ils n'y ont pas accès. Ils subissent des interdits culturels chez eux qui les interdisent simplement d'y goûter. Donc si tu enlèves tous les plats français qui contiennent du porc, les plats dans lesquels il y a de l'alcool, tous les plats dont la viande n'est pas issue d'un animal qui a été égorgé jusqu'à se vider de son sang, ça limite vachement les possibilités en fait. Et c'est ça le problème, c'est qu'à cause de l'islam, il y a une impossibilité structurelle de s'ouvrir à l'autre chez la communauté musulmane. Et vos délires là de dire c'est un truc de blanc, un truc d'occidental, c'est un peu la même chose. C'est pas pour nous, donc on n'en veut pas, ça nous concerne pas, c'est le même genre de barrière mentale. Et pour en revenir à la bouffe, à la gastronomie française, la nourriture traditionnelle française, elle a fini par être largement remplacée par la junk
junk food d'inspiration blédo-américaine. Kebab, tacos, machin, etc. Et là-dessus, il y a un parallèle absolument évident à faire avec la musique et tout particulièrement le rap. Cette junk food-là qui vient prendre la place d'une nourriture d'une qualité infiniment supérieure, c'est exactement la même problématique. Mais on le fait comme nous, on veut l'entendre. Ah, mais c'est forcément bourgeois comme vision. Qui a transmis ces codes-là? Qui a voulu gatekeep certaines choses? Et voilà, c'est là où vraiment je me rends compte qu'en fait, le gars est soit extrêmement hypocrite, soit un petit peu limité. Parce qu'en fin de compte, il me fait dire tout à fait autre chose pour pouvoir tenir le discours qui est attendu par ses abonnés. Parce que, en gros, moi, quand j'avais fait cette vidéo, à la base, c'était surtout pour donner envie aux gens d'aller écouter de la musique classique, d'aller découvrir et surtout d'élargir leurs horizons. Donc, si vous voulez, c'est l'inverse total du gatekeeping. Et bien entendu, il y a la comparaison, l'association entre le blanc et le bourgeois. Et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose que je disais dans ma vidéo sur les bobos parisiens. Aujourd'hui, donc, dans la tête des gens de gauche, comme dans la tête de nos chers amis les descendants d'immigrés, le blanc égale le bourgeois. Il y a vraiment cet amalgame qui est fait de manière presque systématique. Et bien entendu, comme ce sont des gens qui ne pensent qu'avec des clichés, ils associent systématiquement la musique classique à quelque chose de bourgeois. Et en fait, pendant très longtemps, ça a été le cas. Déjà, pour écouter de la musique, il fallait avoir du temps, de l'argent, mais depuis l'enregistrement, depuis la démocratisation de cette musique, c'est totalement faux de dire qu'il y a du gatekeeping. Alors bon, vous savez que moi, c'est quasiment mon métier de critiquer la gauche. Mais il y a un truc qu'il faut quand même lui reconnaître à cette gauche, c'est qu'à un moment, elle a eu à cœur de partager cette haute culture. Elle voulait que le peuple y ait accès. Non pas pour qu'ils se prennent pour des bourgeois, pas du tout, mais tout simplement parce que c'est ce qui se faisait de plus élevé, de plus grand, et ils voulaient que tout le monde y ait accès. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait les communistes en France à une époque. Et c'est pas tous les jours que je fais des compliments aux communistes. Mais malheureusement, ce discours, il a changé. Finalement, c'est trop dur d'intéresser certaines parties de la population à certaines choses, et pas forcément que les descendants d'immigrés, je te vois venir. Et donc, finalement, on va arrêter d'essayer de les élever, et on va leur dire que ce qu'ils consomment déjà comme produit culturel, c'est l'équivalent de la haute culture. On va leur dire que tout se vaut. Et ça, c'est la grande trahison de la gauche. Enfin, une des nombreuses trahisons de la gauche. Et toi, dans un sens, tu joues exactement le même jeu. Parce qu'en plus, tu as des connaissances musicales, tu as un bagage. D'ailleurs, pendant toute la vidéo précédente, tu as avoué un nombre incalculable de fois que j'avais raison de dire que sur le plan musical, au niveau de chacun des éléments qui constituent la musique classique est supérieure au rap. C'est tellement évident, de toute façon, que tu as bien été obligé de l'admettre. Pourtant, tu veux absolument continuer de propager ce discours comme quoi le rap serait à égalité d'un point de vue esthétique et musical au rap. C'est faux et tu le sais. Alors moi, ce que j'aimerais te dire, c'est ne va pas dire aux gens d'arrêter d'écouter du rap, ça n'a aucun sens. Mais justement, ouvre-leur l'esprit et donne-leur envie d'écouter de la musique classique, de diversifier leur goût. Je croyais que c'était hyper important, la diversité. Le problème, c'est que comme tu associes cette culture classique à l'Occident, à la blanchité, donc à l'oppresseur blanc, au mal absolu, forcément, tu présentes cette musique comme quelque chose qui devrait peut-être être évité, peut-être même comme un outil d'oppression coloniale ou une débilité comme ça. Bref, tout ça pour dire que non, c'est absolument faux de dire qu'il y a du gatekeeping, c'est absolument tout l'inverse en fait. Il n'y a plus aucune barrière à l'entrée aujourd'hui. C'est faux. Pour découvrir la musique classique, vous avez accès à tout absolument gratuitement. Vous pouvez même assister à des concerts à des prix extrêmement avantageux en France. Là où partout ailleurs dans le monde, ça coûte une fortune. Donc non, c'est faux. Il n'y a pas de gatekeeping. Et je remarque quand même que pour défendre ton argumentaire, t'es quand même obligé de raconter énormément de mensonges et de beaucoup déformer mes propos. Ce qui prouve quand même à quel point ton point de vue est juste indéfendable en fait. Non, c'est un jugement de valeur une fois de plus. En fait, du fait que techniquement et que forcément il y a nécessité d'écrire des partitions pour pouvoir rejouer et interpréter, t'oublies l'aspect improvisation et création. Est-ce qu'initialement le mec qui compose et qui joue se base uniquement sur la théorie? Est-ce que il y a eu la théorie avant de faire de la musique? Non, forcément, il y a la création avant tout. Il y a l'imagination, il y a l'interprétation de chacun, il y a la vision, il y a tous ces éléments-là. Mais justement, tous ces éléments-là, on y accède beaucoup plus facilement. On les affine beaucoup plus avec des connaissances. Mais encore une fois, tu défends l'indéfendable. Tu défends l'ignorance de laquelle pourrait naître une certaine spontanéité face à la connaissance. C'est une conception très romantique, très occidentale, très blanche. Fais attention, Tu penses comme un blanc. C'est cette vision romantique qui a d'ailleurs fait tant de mal et qui continue de faire tant de mal à l'Occident. Alors, typiquement, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans le rap. Ces mecs qui se font passer pour de gigantesques feignasses pour que ça crée comme ça une aura chez eux de génie qui ferait tout sans effort, en
quelque chose qui va complaire les auditeurs, en particulier les plus jeunes, dans leur médiocrité, dans leur paresse, au lieu de leur dire la vérité, qui est que ils travaillent énormément, ils étudient parfois aussi énormément pour faire ce qu'ils font. Mais bref, tout ce que je dis ici, c'est que avoir un savoir technique et théorique, ça permet de réaliser avec beaucoup plus de finesse et de précision ce qu'on veut faire. Exprimer telle émotion, faire ressentir certaines choses, etc. Alors que le beatmaker sans aucune connaissance, il peut simplement compter sur ses plugins, faire des trucs un peu au pif qui ressemblent vaguement à ce qu'il connaît, et ça va le faire. Bon, de toute façon, ce débat-là, il est vain, parce que tu as admis toi-même que d'un point de vue musical, la musique classique était supérieure au rap. Donc, on va passer à autre chose. Justement, c'est en fonction de la création que la théorie musicale va évoluer, et pas l'inverse. Sauf que tu oublies un truc, c'est que la plupart des grands compositeurs, ceux qui ont véritablement fait avancer l'art musical, ce sont des gens qui connaissaient sur le bout des doigts la théorie et qui connaissaient les travaux des autres. Et c'est justement parce qu'ils savaient ce qui a été fait qu'ils ont pu se distinguer et créer des choses novatrices. Là où la musique de genre, comme le rap ou le rock ou n'importe quoi, ça consiste plutôt à créer à l'intérieur d'un cadre, en obéissant à certaines règles et certaines contraintes. Parce que oui, c'est assez peu libre en réalité, ce genre de création. Et les structures sont à peu près toujours les mêmes. Mais bref, on va passer sur les éléments esthétiques, musicaux, etc. pour se concentrer sur la partie plus sociale, culturelle du rap. Parce que ça va être beaucoup plus rigolo. Mettre le rap et la musique classique sur un pied d'égalité, c'est comme dire qu'un HLM vaut une cathédrale. C'est exactement la même différence. Ouais, mais là, une fois de plus, frère. Tu sais, c'est ça qui est bien fait. Je vais lui donner une qualité à ce petit filou. C'est qu'il choisit bien ses mots. Et vous voyez, au fond, on s'aime bien en plus. Moi aussi, je lui ai trouvé des qualités à ce gars-là. Mais est-ce que c'est un défaut de bien choisir ses mots? Parce que moi, je suis le premier, en plus, à dénoncer les abus de la rhétorique. Quelqu'un qui parle bien, c'est pas forcément quelqu'un qui dit la vérité. Je suis le premier à le dire. Quand je vois des intellectuels de gauche, comme Bégodeau, par exemple, un mec qui pulvérise n'importe qui en débat, mais il le fait pas en se basant sur des faits. Il le fait en se basant sur des outils rhétoriques. Parce que le réel est pas du tout de son côté. Le truc, c'est que ce que je dis là, alors, on va être prudent, hein, on va dire, pour moi, c'est vrai, je suis absolument persuadé que ce que je dis est vrai. Il y a énormément de choses dont je doute, mais quand je vous dis que la musique classique est supérieure au rap en termes purement musicaux, et quand je dis que comparer les deux, c'est comme comparer une cathédrale et un HLM, je pense sincèrement être dans le vrai. Plus encore, je pense que ma comparaison est extrêmement pertinente. Tout simplement parce que certes, les deux sont de l'architecture, et l'architecture est estimée comme un art, mais l'HLM a été pensé par un architecte pour répondre à une fonction. Absolument. Exactement comme le rap et les musiques actuelles en général. Je crois que votre problème, il vient du fait que vous sacralisez trop ces musiques, qui sont des produits de consommation de masse. Il faut avoir conscience de ça. Et que ça vous empêche pas de les aimer, de les consommer. Et oui, j'utilise bien le terme de consommer. Mais que vous ayez quand même conscience que ce que vous consommez, ce sont des produits standardisés, des produits de consommation de masse. Et ce n'est pas ce qu'il y a de plus élevé, de plus intéressant. Un kebab ou un McDo, ça ne vaudra jamais un bœuf bourguignon, ou même un couscous. Et moi, j'ai le droit d'ailleurs de manger le couscous, alors que toi, je sais pas si tu pourras manger le bœuf bourguignon parce qu'il y a du vin dedans. Mais bref, non, parce que là, c'était complètement gratuit, ça. Mais tu vois, il y a une trop grande sacralisation de la musique que vous écoutez, et encore une fois, moi aussi, j'ai été comme ça avec le rock. Le problème, c'est que, vous sacralisez ce qu'il y a de plus bas. Ensuite, je vous mets un petit passage un peu marrant. Et si vous voyagez un petit peu, vous allez notamment en Asie, vous allez en voir des tonnes, des barres d'immeubles comme ça, comme les HLM de France. Et en aucun cas, c'est associé à l'enfer sur Terre ou à de la violence ou à la délinquance. Des endroits plutôt paisibles Oui, il parle et de sains. ça. À croire d'ailleurs que la violence ne serait pas due aux immeubles, mais à ceux qui habitent dedans. Mais enfin, on va pas s'égarer, on va pas partir là-dessus. Fallait bien qu'il parte en bien comme il faut à un moment donné. Fallait qu'il envoie. Ouais, vas-y, c'est bon, on va sortir les vrais mots là. La violence n'est pas propre à... n'est pas quelque chose d'inné dans une personne, n'est pas propre à une personne directement. Donc dire que ce ne sont pas les bâtiments qui sont responsables de la violence, essentialisme, directement. Non, j'essentialise pas. Essentialiser, ce serait dire en gros que les Arabes seraient violents par nature, biologiquement. Que quel que soit l'endroit où vous mettez l'Arabe, il sera violent. Qu'il soit adopté en Amérique du Nord, du Sud, en Afrique subsaharienne, en Asie ou n'importe quoi, quel que soit son environnement culturel, c'est sa nature violente qui prendra le dessus sur le reste. Et non, ce n'est pas ce que je dis, non, je ne crois pas en cette théorie. En revanche, je pense qu'effectivement, la culture qui a émergé dans les quartiers de France est néfaste. Et ce pour plusieurs raisons. Déjà, il y a la conflictualité religieuse. Islam et christianisme, ça fait pas bon ménage. Islam et laïcité non plus. Il y a aussi la rancœur postcoloniale, le rejet de l'Occident, du monde blanc.
sachant que ces quartiers, ils se trouvent quand même dans un pays occidental. Il y a aussi la jalousie de classe, le tout nourri aux aides sociales, sans compensation, sans rien avoir à donner en retour, comme si tout était dû. Tous ces ingrédients-là, ils font qu'au bout d'un moment, ça pouvait pas bien se passer. Surtout quand ces gens-là crachent sur les Français et que c'est les Français qui payent. C'est plus l'environnement dans lequel tu vas évoluer, la discrimination, la sociologie. Et c'est ces éléments-là qui créent la violence. Alors oui, vulgariser en disant ce n'est pas un immeuble qui crée la violence, vu comme ça, on peut pas dire que c'est faux. On peut dire que c'est du sophisme un peu ce que tu fais. Mais expliquer que la discrimination, les gens les moins aisés qui vont être entassés dans des bâtiments n'est pas du tout justifiée par les conditions économiques d'un pays, créant un clivage et une différence entre deux types de personnes évoluant dans cette société. Est-ce que ça peut pas être à la naissance d'une violence? Peut-être, ouais. Sauf que non, tout le problème est là. Les HLM où il n'y a pas de diversité, il n'y a pas les mêmes problèmes de violence, ou en tout cas pas à ce niveau. Pourtant, c'est des gens qui vivent dans la même pauvreté. Et la comparaison est encore plus frappante quand on compare avec les Asiatiques. Alors encore une fois, moi je suis pas un adepte des théories raciales. Je pense qu'on explique bien mieux les choses et bien plus en profondeur avec des facteurs culturels. Et cette différence de comportement, alors que pourtant donc, des gens qui vivent dans les mêmes conditions, elle tient au fait qu'il y a une catégorie de gens qui sont chez eux, qui ont donc naturellement un respect pour la terre sur laquelle ils habitent, et de l'autre, il y a des gens qui sont dans une logique très différente, de revanche, de jalousie, de conquête, qui sont nourris idéologiquement par la gauche et l'extrême gauche, qui, elle, promeut la haine des siens. Alors, elle joue à fond sur ces tensions civilisationnelles, en maquillant ça d'anticapitalisme et d'autres délires de petits blancs comme ça. C'est une gauche qui va aussi très largement justifier, voire encourager la violence en la présentant comme une réponse légitime face à une discrimination, une oppression, etc. D'ailleurs, cette logique de la discrimination, de l'oppression, etc., ce fantasme-là, c'est le carburant du rap. C'est une des sources d'inspiration les plus grandes du rap, que ce soit aux États-Unis ou en France. Et c'est là où il y a un cercle vicieux. C'est-à-dire que le rappeur, il a besoin de se sentir oppressé pour se sentir légitime. Ça fait partie de son identité. C'est pas quelque chose dont il aurait envie de se débarrasser de cette oppression. Non, il a appris à en jouir, à l'aimer. Il en a besoin. C'est son business. Et ça, c'est une hypocrisie monumentale. Bref, ce qui crée la violence chez les gens, c'est ce qui la détermine. La violence, elle est déterminée par des conditions de vie, par une discrimination, par des actes. La violence peut être aussi une réponse à certaines choses. La violence, elle peut aussi être gratuite. Et c'est très souvent ça qui se passe. La plupart des agressions ne découlent pas sur un enrichissement de l'agresseur. Mais encore une fois, ton exemple, il est foireux. Parce que à condition de vie égale, on n'a pas les mêmes comportements selon les communautés, selon les cultures. Jamais on a eu de mouvement de racailles asiatiques en France, par exemple. Pourtant, ces mecs, quand ils sont arrivés en France, notamment les boat people, ils sont arrivés dans des conditions infiniment plus dures que celles des Algériens, par exemple. Donc non, faut arrêter avec cette explication monocausale. La violence est avant tout motivée par des raisons culturelles et communautaires. Et les chiffres le prouvent. Et dans un sens, toi aussi, en pratiquant cette espèce de séparation entre ce qui est occidental et ce qui ne l'est pas, tu participes à un moindre degré à cette situation. On se doute très bien de l'idée que tu cherches à faire passer. Et c'est là où est le problème, en fait, de ce que tu dis. Dire que directement la violence est dans les personnes qui vivent dans ces bâtiments, c'est dire que, je sais pas, les Arabes et les Noirs, ils sont tous violents. Sauf que, encore une fois, c'est pas ce que je dis. Toi qui aimes bien parler de sophisme et tout ça, là, ce que tu viens de faire, ça s'appelle un homme de paille. C'est d'ailleurs la grande méthode des antifascistes et autres militants d'extrême gauche. Et c'est bien pratique de créer tout un argumentaire imaginaire chez son adversaire. Ça évite aussi de se remettre en question. Et ça a toujours été un truc qui m'a beaucoup choqué. C'est que dans les communautés à problème, il y a très peu de remise en question. Ces gens, ils ont été tellement biberonnés au discours décolonial, antiraciste, etc. Quand je dis antiraciste, d'ailleurs, c'est racisme anti-blanc, évidemment. C'est d'ailleurs la plus grande des perversions de l'antiracisme, d'oser s'appeler antiracisme. Mais bref, des gens qui sont persuadés que tout est forcément de la faute du blanc, de l'Occident, et que c'est donc à eux de faire des efforts, de s'adapter à eux. Et ça, c'est un truc qui rend fou, en fait, quand on y pense. Ils se disent pas, il y a une surreprésentation de la violence chez certaines communautés, donc ces communautés devraient changer, devraient agir mieux. Non. Le discours, c'est il y a une surreprésentation de la violence chez certaines communautés, donc c'est à la société de changer, de s'adapter aux revendications, parfois extrêmement floues d'ailleurs, de ces communautés. C'est terrifiant. Que les Noirs qui vivent en France, ils n'ont pas connu la persécution sur les Français. Et surtout, leurs ancêtres, statistiquement, ils ont plus de chances d'avoir été des marchands d'esclaves que des esclaves. Et vous voyez ça, cette réaction épidermique ?
elle est très intéressante. Et dans un sens, c'est quelque chose qui me donne de l'espoir, parce que visiblement, ce que je dis dans l'extrait, là, c'est factuel, mais visiblement, il n'en a jamais entendu parler. C'est vous dire, en fait, à quel point ces gens ont une vision extrêmement biaisée de l'histoire. Ils sont ultra politisés, mais dans l'ignorance la plus totale. Waouh, c'est là où la vidéo devient problématique. Ça y est, on y est. Je peux pas le nier, c'est vrai, c'est pas une culture française. Le rap, c'est pas notre culture, c'est afro-américain, c'est pas nous. C'est une culture qui a été importée. Dédicace à Sydney. C'est réel. Par contre, de là à dire que les rappeurs ont fait du mimétisme, que les rappeurs ont cherché à recopier et reprendre des thèmes qui ne sont pas les leurs, sous prétexte que cette culture n'est pas créée par eux directement, là aussi, ça serait faux. Non mais là, t'es de mauvaise foi. Tu vas pas me dire que dans le rap français, tout particulièrement chez les rappeurs noirs, il n'y a pas une certaine volonté de se réapproprier l'histoire des Afro-Américains. Tu vas pas me dire qu'il n'y a aucune référence à l'esclavage chez les rappeurs noirs de France. Arrête un peu. Mais c'est dommage parce que tu es capable quand même parfois d'avoir l'honnêteté de faire des concessions. Donc pourquoi te vautrer dans des mensonges aussi grossiers ? Surtout d'aller sur des sujets qui là en plus sont très graves, c'est des sujets lourds dans l'histoire de l'humanité, comme l'esclavage, et prétendent que les Noirs sur le sol français métropolitain ne connaissent pas l'esclavage pour la plupart, et même prétendent qu'ils seraient potentiellement des ancêtres de vendeurs d'esclaves. Là aussi, c'est une vision hyper erronée de l'histoire et très occidentale. Et oui, ce sont des sujets lourds dans l'histoire de l'humanité. Et d'ailleurs, je note aussi que ça, c'est un truc typiquement occidental de s'en soucier. On attend toujours les excuses, les réparations, la repentance de la part des arabo-musulmans pour avoir réduit autant de Noirs en esclavage pendant si longtemps. On rappelle juste comme ça que la traite arabo-musulmane, elle a été plus longue, elle a fait beaucoup plus de déportés que la traite transatlantique. C'est factuel, c'est un fait. Sauf que au nom de biais antiracistes, c'est une partie de l'histoire qu'on n'évoque jamais. La traite arabo-musulmane, elle est volontairement occultée pour éviter de jeter le stigmate sur les Arabes de France. Et ce que je te dis, c'est factuel. Tu sais, Christiane Taubira, elle s'est battue pour qu'on reconnaisse la traite négrière comme un crime contre l'humanité, mais elle s'est aussi battue pour, je cite, qu'on ne parle pas de la traite arabo-musulmane pour que les jeunes Arabes ne portent pas sur leur dos le poids de l'héritage des méfaits des Arabes. Est-ce que tu te rends compte de ce deux poids, deux mesures qu'il y a là-dedans ? D'un côté, les petits blancs doivent se sentir responsables de tous les maux de la terre. D'un autre, les jeunes Arabes, ils doivent être absolument exemptés de toute forme de responsabilité, que ce soit pour les crimes du passé ou pour ceux du présent. Et si je te dis tout ça aujourd'hui, c'est parce que c'est la réalité, c'est la vérité. Moi, pour le coup, j'ai pas ton courage d'aller défendre un point de vue en sachant pertinemment qu'il est faux, comme tu le fais depuis le début de ta vidéo. Moi, si je te dis ces choses-là, c'est parce qu'elles sont vraies. Et ça, c'est des énormes angles morts. Des choses qu'à gauche, on ne veut surtout pas voir, surtout pas dire. Ensuite, tu nous dis que c'est une vision erronée de l'histoire et que c'est une vision occidentale. Mais qu'est-ce que ça veut dire, au bout d'un moment, la vision occidentale ? En gros, pour toi, tout ce qui est faux est occidental. Enfin, ça n'a aucun sens. On croirait entendre les kémites. Pour ce qui est du fait que les descendants d'immigrés noirs africains en France aient plus de chances, statistiquement, d'être soit des descendants de vendeurs d'esclaves, ou bien d'avoir des ancêtres qui ont été vendus par des noirs eux-mêmes, c'est une vérité statistique. Hors d'homme-tom, pour le coup. Donc si tu veux, je t'explique. Pendant la traite transatlantique, du 15e au 19e siècle, les Européens, ils allaient presque jamais capturer les Africains à l'intérieur des terres. Contrairement aux arabo-musulmans, qui, eux, allaient carrément à la chasse aux noirs. Mais les Européens, eux, ils achetaient des esclaves à des royaumes et à des marchands africains, qui pouvaient capturer des prisonniers de guerre, organiser des razzias, condamner des criminels ou bien vendre des populations rivales. Donc si tu veux, les Africains qui étaient vendus, c'était les vaincus, c'était pas les vainqueurs. Eux, ils restaient en Afrique. Et donc c'est factuel, les esclaves, ils étaient plus sur le continent africain. Les descendants d'esclaves, on les trouve principalement aux États-Unis, et encore il y en a de moins en moins. La plupart des Noirs qui habitent aux États-Unis aujourd'hui, ils sont arrivés après l'esclavage. Et tu sais pourquoi on n'en trouve pas d'ailleurs dans les pays du Moyen-Orient, ou très peu ? C'est parce que là-bas, les esclaves étaient castré. Alors c'est peut-être une vérité qui te dérange, mais c'est pas pour autant que c'est faux. Toi, en tant que descendant probablement du Moyen-Orient, pourquoi est-ce que tu ne te repens pas sur ton passé d'esclavagiste ? Enfin, le passé d'esclavagiste de tes ancêtres, disons. Alors tu vas peut-être même avoir le culot de trouver ma question choquante. Mais si c'est le cas, alors pourquoi est-ce que tu fais partie de ceux qui veulent en permanence remettre sur la table le passé colonial ou esclavagiste lorsqu'il s'agit des Blancs ? Tu comprends un petit peu le deux poids, deux mesures que tu fais ? Parce que la civilisation arabo-musulmane, elle est pas non plus en reste lorsqu'il s'agit de colonisation. Pourquoi est-ce que tout le nord de l'Afrique est musulman, à ton avis ? Et c'est ça qui est vraiment agaçant. C'est là que on se rend compte que la remise en question, ça ne concerne que les Blancs. C'est une hypocrisie insoutenable. Donc aujourd'hui, si tu veux, génétiquement,
les descendants d'immigrés noirs en France, soit ils sont issus de vendeurs d'esclaves, soit des populations réduites en esclavage par les élites marchandes africaines. Et comme c'est une vérité qui te dérange, qu'est-ce que tu vas nous dire? Tu vas dire, ah oui, mais c'est un point de vue occidental. Mais en fait, on s'en fout du point de vue. Ce qui compte, c'est la vérité. Et moi, j'irais encore plus loin, en fait. Je te dirais même que cacher la vérité au nom de l'antiracisme qui est quand même le nom de code de l'anti-occidentalisme, c'est justement un délire de guerre, un pur délire de guerre, un truc purement occidental. Le fait de vouloir remettre en question son passé jusqu'à l'autoflagellation comme ça, c'est un pur délire occidental. On n'a jamais vu un pays arabe commencer ne serait-ce qu'à poser la question de son passé esclavagiste. Mais ce qui me rassure, c'est que, en fait, la plupart des gens qui balancent ces phrases toutes faites sur l'esclavage, la colonisation, sur l'Occident, sur les Blancs, etc., en fait, on se rend compte qu'ils sont avant tout motivés par l'ignorance. Et l'ignorance, c'est pas ce qu'il y a de plus grave, ça se soigne très bien. Et ça, ça me donne quand même beaucoup d'espoir. Et c'est de ça dont vont parler les rappeurs, en fait. Ils vont beaucoup plus parler de la colonisation que de l'esclavage directement, mais également aussi de l'esclavage, des racines de l'histoire. Ils vont parler d'une colonisation, de la colonisation européenne, mais jamais, absolument jamais, à moins que tu aies des contre-exemples, mais jamais ils parlent de la colonisation arabo-musulmane. Parce que le développement de l'islam, je le rappelle au cas où, comme ça s'est fait par les armes. Donc oui, en fait, si tu veux, tu confirmes que le rap propage bel et bien une certaine vision du monde, une certaine idéologie, et qu'elle n'est absolument pas neutre. Et que surtout, il ne met pas tous les faits historiques sur un pied d'égalité. Il les choisit bien soigneusement pour justement promouvoir une certaine vision du monde très anti-occidentale. Beaucoup de jeunes se font avoir par l'argument de crédibilité dans la musique, pour le fait que c'est vrai et réel. Je trouve ça très bête d'une vidéo qui se prétend intellectuelle et qui prétend vouloir se poser pour réfléchir un peu sur la musique et le rap, et de ne pas rappeler que justement, il faut pas se faire avoir par cet argument de crédibilité. Mais c'est justement ce que je dénonce moi aussi. Et c'est ce qui en explique en partie pourquoi je dis que le rap a une influence aussi néfaste. Parce qu'il est consommé en grande partie par un public souvent très jeune et extrêmement influençable, et qui n'a pas tous les outils critiques, intellectuels, toute la maturité pour prendre du recul par rapport à ce qu'ils entendent. Et ça a une influence extrêmement négative sur la jeunesse. Et ça, tu vois, là, ce que je viens de te dire, c'est littéralement une phrase de vieux. Je veux dire, je le sais, c'est absolument impossible qu'un jeune entende cette phrase et se dise « Oh là, il a raison ». Non, ils vont me traiter de vieux, ou d'autres choses, vous avez compris. Parce que là, ils en sont à un âge où on valorise énormément la subversion. Et c'est justement pour ça que la subversion, la provocation, c'est ce qu'il y a de plus facile à vendre. Et moi, d'ailleurs, c'est un truc qui me fait excessivement marrer, là, quand ces rappeurs, même dans le rap conscient, engagé, tout ça, qui se la jouent anticapitaliste. Non. Le rappeur qui soit engagé ou totalement bling-bling, c'est un pur produit du capitalisme. Et en tant que capitaliste, il va utiliser l'outil le plus efficace qui soit pour vendre, la subversion ou le danger. On vend pas des voitures de luxe en montrant papa et maman bien attachés avec les bébés derrière dans les sièges bébés. On vend des voitures de luxe en montrant qu'elles vont excessivement vite, bien plus vite que les limites autorisées, et avec des meufs à poil et des petites flammes sur les côtés. Donc arrêtez, s'il vous plaît, de faire croire, au moins arrêtez de vous faire croire à vous-même que le rap, même conscient, j'insiste, est anticapitaliste. Ça n'a aucun sens. Dans le rap Quinry, il n'y a aucun problème à dire qu'on prend de la coke. En France, c'est tabou, la coke, c'est mal vu. Alors, c'est beaucoup plus hypocrite que ça, la question de la coke dans le rap français, pour le coup. En fait, la vente est extrêmement valorisée, mais la consommation, elle est dénoncée, mais enfin uniquement pour les hommes, parce qu'elle est valorisée souvent pour les femmes, pour des raisons qu'on peut très bien imaginer. Ils ne seront donc jamais dénoncés par les féministes, parce que s'en prendre au rap, c'est s'en prendre à la sacro-sainte minorité. Donc tu vois, là on en arrive encore au point où on parle du moment où l'art influence le réel. L'art n'est pas juste une description du réel, c'est pas juste une dénonciation de certaines choses, c'est quelque chose qui a une influence sur le réel. Et encore une fois, ça c'est pas propre au rap. Le rock depuis les années 60, beaucoup moins maintenant, mais il a énormément, massivement contribué à la consommation de drogue en la glamourisant. C'est factuel. Et au même titre, le rap favorise, incite à certains comportements, notamment chez les plus jeunes. Je pense que c'est totalement hypocrite de le nier. Vous savez, c'est le syndrome Scarface, qui est d'ailleurs une référence dans le rap. Et ça, c'est un très bon exemple. À la base, Scarface, c'est un film qui est là pour dénoncer la violence, la mafia, etc. Et comment ça a été reçu ? Et notamment par la jeunesse de quartier. Est-ce que ça a été vu comme un film dont le message dénonce la violence, le crime, etc. Ou bien au contraire comme une valorisation du crime et de la violence ?
comme une vision du crime et de la violence, comme une manière de s'émanciper. Scarface, c'est un film qui a eu les effets totalement inverses de ce qu'il voulait faire. Non pas parce que c'est un mauvais film, hein, loin de là, mais parce qu'il s'est adressé à des gens influençables qui l'ont vu beaucoup trop premier degré. Et ben c'est exactement ce qui se passe avec le rap, qui parle de violence ou de délinquance ou de deal en permanence. Ça a une influence sur les gens, tout particulièrement sur les plus jeunes. Ça a une influence néfaste de ce passé-là. Parce que quand on parle de blanc et quand on parle de blanchité, on parle d'une construction sociale, historique et d'une couleur de peau, bien évidemment, et d'européens plus précisément. On parle de tout ça et ben, forcément, il y a un héritage du colonialisme, il y a un héritage de l'esclavagisme, il y a un héritage de tout ça. Ça y est, il se met à réciter ses cours de gauchisme. Là, le cerveau est sur off, c'est en mode automatique. Moi, ce que je dis là-dessus, c'est qu'il y a une énorme hypocrisie à ce niveau-là. C'est-à-dire que cette étiquette du descendant d'esclaves, etc., elle est survalorisée au point que c'en est devenu mais tellement hypocrite. Les mecs capitalisent à fond sur la souffrance de leurs ancêtres. Par contre, aucun mot sur le fait qu'il y a actuellement en Afrique plus d'esclaves qu'il y en a eu au plus fort de la traite transatlantique aux États-Unis. On parle de 7 millions d'esclaves aujourd'hui en Afrique. Et ce qui serait intéressant aussi, là, c'est de se poser la question de qui réduit qui en esclavage. Mais ces questions-là, elles sont embarrassantes. Et c'est quand même vachement plus pratique de tout mettre sur le dos de l'Occident, du blanc, etc. Mais enfin, mais quelle hypocrisie. Il faut m'expliquer à quel moment c'est romantisé. À quel moment les rappeurs romantisent ça? Encore une fois, c'est d'une hypocrisie assez terrifiante. Hein. Évidemment qu'il y a une romantisation. Est-ce que tu comprends le mot romantisation d'ailleurs, ou c'est comme le mot esthétique, tu lui donnes un sens totalement différent? La romantisation, ça n'exclut pas le fait que les rappeurs puissent parler de leur spleen, d'être trop riches, que finalement je suis très riche, que ça ne résout pas mon vide intérieur, là. Ça reste de la romantisation. Tout le monde préfère pleurer dans des billets. En fait, quel luxe il peut exister de plus grand que de se permettre d'être triste quand on est riche? Et qu'est-ce qui est montré dans les clips de rap? Des bandes, des gonzesses, du bling-bling. Bien sûr qu'il y aura toujours un petit message comme quoi l'argent ça fait pas le bonheur ou des conneries comme ça. Toujours est-il qu'en art, seuls comptent les apparences. Et bien souvent, quand on dénonce quelque chose, ça cache aussi qu'en réalité, on le souhaite plus que toute autre chose. Certes, l'artiste a pu vouloir dénoncer quelque chose, toujours est-il que, en fin de compte, tout ce qu'il fait, c'est donner envie, c'est devenir un modèle. Fade Up de Hamza et SCH. Le refrain, on a cette phrase « J'ai passé toute la night à compter mon oseille ». Clairement, on pourrait avoir une personne qui dit il romantise le fait d'avoir de l'argent, potentiellement comment il a eu cet argent. On entend un couplet d'SCH où il parle de drive-by, des choses comme ça. Romantisation, glamourisation de la criminalité, du meurtre, des choses comme ça. Ça, c'est l'analyse premier degré, c'est l'analyse bête, c'est l'analyse d'une personne qui n'a pas forcément cherché à comprendre la musique dans toute sa globalité. Je pense que t'es pas comme ça parce que justement, tu t'es permis de juger le fait que les gens ne comprennent pas la musique parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut. Ça, c'est ce qu'ils disent. Sauf que le piano qui joue en même temps est sur des accords mineurs et renvoyant une mélancolie réelle. Personne n'écoute la prod de Fade Up en se disant que c'est positif, en se disant que c'est une mélodie faite pour pique-niquer. Mais la pauvreté de cette analyse, oh là là, ça me fait mal au cœur parce que j'aimerais bien que tu me dises des trucs pertinents, parce que je t'aime bien en plus. Là, depuis le temps que je suis sur ta vidéo, j'ai fini un peu par m'attacher. Mais enfin, quand même, le niveau zéro de l'analyse, quoi. Waouh, un désaccord mineur, donc c'est triste. Oh, le pauvre rappeur, il a trop d'argent. Il a passé toute la night à compter ses billets. Mais c'est exactement ça, la romantisation. Ça veut pas dire donner une image absolument positive. Ça veut surtout dire donner l'image d'une certaine intensité émotionnelle. Mais du coup, le fait de dire qu'il passe toute sa nuit à recompter l'oseille sur un piano qui nous dresse un décor triste, est-ce qu'en fait il est en train de glamouriser l'argent? Mais évidemment que oui, évidemment. Comme il peut y avoir des films d'amour avec des relations toxiques. Et ce que le film montre, c'est des sentiments exacerbés, intenses, qui est aussi entre la grande joie et la grande tristesse. Mais le problème de l'époque, c'est pas la tristesse, c'est l'ennui. La tristesse, on s'en accommode. La tristesse, c'est intense. La tristesse, on peut en faire quelque chose. Ça rend créatif, la tristesse. L'ennui, par contre, et c'est ça que nous vendent ces œuvres qui romantisent la mort, la tristesse, la drogue, la violence, la criminalité, etc. Ce qu'ils nous vendent, c'est pas un remède contre la tristesse, c'est un remède contre l'ennui. Bref, le niveau d'analyse est vraiment très bas, je suis déçu.
Ou est-ce qu'au contraire, il cherche pas plutôt à amener le côté destructeur de ça, le côté cyclique de cette chose-là, étant donné qu'on est sur un sample qui tourne en boucle. Là est l'analyse, du coup très intéressante. Bon, heureusement que tu te jettes quelques fleurs. Non mais enfin vraiment c'est très pauvre comme analyse. La quasi-intégralité des morceaux de rap sont basés sur des boucles. Mais en fait il y a aussi un gros souci en termes de définition. C'est pas parce que quelque chose a des aspects négatifs qu'il peut pas être romantisé. C'est même tout le principe. Quand on parle de romantisation, on parle pas forcément d'un éloge dithyrambique, de bonheur complet, etc. Bien sûr que non. D'ailleurs, il y a plus de possibilités narratives quand il y a que du bonheur. Le malheur, les problèmes, c'est quand même le moteur de la narration. Enfin non, vraiment, c'est très faible. C'était mieux au début. Tiens d'ailleurs, on va en reparler de Scarface, justement. C'est le syndrome Scarface, un film qui était à la base pensé pour dénoncer la criminalité, la mafia, etc. et qui finalement, lorsqu'il a été montré à un public peu éduqué, a eu l'effet totalement inverse. Waouh, peu éduqué. Et ça, c'est intéressant. Encore une fois, une réaction épidermique, quand je parle de gens peu éduqués. Est-ce que c'est une insulte en soi de dire qu'il y a des gens qui sont peu éduqués? Est-ce que ça existe, les gens qui sont peu éduqués? Ben oui, c'est factuel. Donc pourquoi est-ce qu'énoncer un fait comme celui-là, ça devrait déclencher une telle réaction émotionnelle? Tu vois, et le problème, c'est que t'es trop dans l'émotion, t'es pas assez dans l'intellect, justement. Donc tu réfléchis mal. Donc pourquoi est-ce que c'est mal de dire qu'il y a des gens qui sont peu instruits? Est-ce que ce serait un jugement de valeur, pour le coup? Et il ne faut pas juger? Ben oui, évidemment que c'est un jugement de valeur. Et évidemment qu'il faut juger. Quand on arrête de juger, on perd la valeur des choses. Dire que certaines œuvres peuvent avoir une influence néfaste sur des gens qui n'ont pas le niveau d'éducation suffisant, tu peux trouver ça révoltant si tu veux, il n'empêche que c'est un fait. Je pense que ça va plus loin qu'un Disney et qu'une vision manichéenne qui cherche à dire c'est le bien et c'est le mal. Je dis pas que le film ne dit pas ça. Je pense que plutôt le cercle vicieux de l'ambition peut courir à ta perte. Exactement. C'est ce qu'on appelle une romantisation. Mais est-ce que l'exemple de Montana, il a été pris comme une manière de dire attention, ne faites pas comme ça, parce que ça va vous conduire à la mort, à la violence? Non, bien sûr. Montana, il a été pris comme un modèle par les jeunes des quartiers populaires, comme tu le dis, parce qu'il a une vie intense et remplie, pleine de faces, de luxe, de gonzesses. Et quand bien même le prix à payer, c'est une mort violente, eh ben ça vaut le coup. Et puis, de toute façon, la mort violente elle-même, elle est valorisée. Parce que Tony Montana n'incarne pas seulement le méchant bandit qui fait le mal. Il n'incarne pas que ça, et les gens comprennent, ne sont pas si bêtes, n'est pas des jugements aussi durs quand même. Comprennent que c'est pas un gentil, Tony. Mais personne ne dit ça. D'ailleurs, la figure du héros gentil, elle est complètement dépassée. C'est has-been. On est à l'époque du anti-héros. On est à l'époque de la ringardisation du bien. Tu comprends? Donc là, vraiment, plus ça va, plus ça avance, plus les réponses sont faibles. C'est le truc de faire du rap et de le pointer du doigt comme étant le responsable de ce qui ne va pas. Ou du moins ce que tu estimes ne pas aller. Alors non, c'est pas tout à fait ça non plus, si tu veux. C'est autant une cause qu'un symptôme. C'est pas uniquement à cause du rap qu'il y a de la violence ou de la criminalité. C'est pas ce que je dis, fais pas semblant de pas comprendre. Mais c'est quelque chose qui fait partie de cet écosystème de la violence et de la criminalité dans les quartiers. Tout simplement parce que, quoi que t'en penses, ça valorise certains types de comportements et ça promeut certaines valeurs, certaines idées. D'ailleurs, dans ton logiciel bien de gauche, tu dois quand même avoir la notion de la représentation, de l'influence de la représentation dans les œuvres culturelles. Alors pourquoi est-ce que, comme par hasard, cette représentation, elle n'aurait aucune influence sur les jeunes de quartier? Ça n'a aucun sens, encore une fois. En fait, c'est là le truc, c'est que si je pointe du doigt le rap comme responsable, je pointe les films de Scorsese, une fois de plus. Je pointe l'Attrape-Cœur, ce bouquin, comme responsable, également, de ce qui ne va pas dans ce monde. Et je pointe toutes les œuvres culturelles qui ne sont pas dites morales ou qui ne correspondent pas à ma morale. Même si très souvent, en vrai, si on doit être honnête, quand bien même il y a un thème qui peut être délicat ou sensible, très souvent, on amène un sujet moral, alors que je trouve que l'art n'a pas le devoir d'être forcément moral. Alors, pour le coup, je peux effectivement considérer que l'influence de la pensée romantique a eu beaucoup d'aspects extrêmement néfastes. Et en disant ça, je remets en cause la chose la plus sacrée qui soit en Occident aujourd'hui, c'est-à-dire l'art. Aujourd'hui, en Occident, remettre en question l'art, c'est quasiment un blasphème. Et il faut quand même que tu aies conscience que ta vision de l'art à toi,
qui ne devrait pas être morale, etc., que je partage d'ailleurs, hein. Mais c'est une vision purement occidentale, pour le coup, 100% occidentale. Moi, pour le coup, je suis plutôt partisan de cette division de l'art public et de l'art privé, dans le sens où l'art public, celui qui est à la vue de tous, celui qui est éventuellement même subventionné, il ne devrait promouvoir que des valeurs saines. En fait, il devrait revenir à ce qu'il a été pendant très longtemps, cet art. Là, il faut bien comprendre que ce dont tu parles, c'est déjà une création purement occidentale. Mais surtout, c'est une vision extrêmement nouvelle à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Mais cette conception de l'art comme pouvant aller à l'encontre de la morale, voire devant aller à l'encontre de la morale, c'est un pur produit occidental. C'est de la pensée guerre, encore une fois. Bref, moi je suis également quand même très attaché à la liberté artistique, mais dans le cadre de ce qu'on appellerait un art privé. Ça n'aurait aucun sens d'interdire le rap. Mais en tout cas, pour moi, il faudrait arrêter de le subventionner et que l'État arrête de participer à le diffuser de quelque manière que ce soit. Je pense que le rap, comme beaucoup d'autres musiques, ont vocation à rester underground. Ce serait d'ailleurs beaucoup plus cohérent. Parce que oui, je considère que l'art public, voilà, encore une fois, devrait être vecteur de valeurs morales et positives. Contrairement à l'art privé qui, lui, ne serait soumis à aucune contrainte. Attention, je vous parle pas de censure. C'est comme l'ouverture des JO de Paris, tu vois. Ça, c'est de l'art public. À mon sens, ce qui a été fait, ça a été de cracher à la gueule des Français. Mais tout ça dans le cadre privé, j'aurais vu absolument aucun inconvénient. Alors je sais qu'il y a encore des gens qui vont bondir quand je vais dire ça, mais une des premières choses que je ferais si j'étais président, ce serait d'arrêter totalement les subventions dans le domaine artistique. Parce que, contrairement à ce que beaucoup ont l'air de penser, si on arrête de subventionner l'art, ce ne sont pas les artistes qui meurent. Si on arrête de subventionner l'art, il ne restera justement que les artistes. Et tous les imposteurs iront se trouver un travail. Est-ce que c'est pas plus l'influençabilité qui est plus présente chez les jeunes, qui a pointé du doigt, qui a pointé du doigt et qui du coup est à accompagner, à mettre en garde, à signaler, je sais pas, frère. Le problème, c'est que là, depuis quelques décennies, le niveau scolaire, le niveau d'éducation globale est littéralement en chute libre, si tu veux. Donc, je sais même pas si ça devrait être la priorité. Mais enfin, oui, évidemment que l'éducation amène à prendre du recul par rapport aux œuvres. Mais pour l'amener, cette éducation, il faudrait aussi revenir à une certaine forme de discipline. Et ça fait moins rêver. Mais enfin, oui, évidemment que l'éducation amène à prendre du recul par rapport aux œuvres. La plupart des gens finissent par y arriver. Ça prend juste plus ou moins de temps selon les gens et les générations. Le problème, c'est que visiblement, le rap peine à parvenir à cet état de maturité, quand même. Malheureusement, pour préserver cette domination-là et préserver cette discrimination-là, ce racisme, on refuse de faire des statistiques. C'est interdit légalement de faire des statistiques qui pourraient lier l'ethnie ou des croyances ou des choses comme ça. Parce que ça mettrait trop en évidence certaines choses. On joue le jeu de justement de dire on est tous les mêmes, on est tous égaux, etc. Donc, la misère que vit un noir et un arabe sera jamais la même qu'une personne blanche peut vivre dans cette société. Est-ce qu'il vient de nous dire que si on faisait pas de statistiques ethniques, c'était par racisme? Est-ce que c'est moi qui ai mal entendu? Est-ce que c'est moi qui ai mal compris? Ou est-ce que c'est lui qui s'est mal exprimé? Mais qu'est-ce qui se passe? Bref, moi je pense que c'est pas une question de hiérarchiser les souffrances. Mais je pense, par contre, que les plaintes des Français autochtones devraient primer sur celles des autres. Parce que les Français, non seulement ils se tapent la pauvreté, etc., mais en plus ils se font vilipender pour leur appartenance ethnique, leur culture, leur passé, etc. Alors qu'en face, les jeunes des quartiers, on les valorise sur leur appartenance ethnique, leur culture, leur passé, etc. Et surtout, ils sont extrêmement préservés. Typiquement, à chaque fois qu'il y a des féministes ou des grands médias qui s'en sont pris au rap, c'était pour s'en prendre à des rappeurs blancs, Orelsan par exemple. Jamais les médias du système n'oseraient s'en prendre à la sacro-sainte parole du saint racisé. À part une fois avec Nick Conrad, mais encore là, c'était vraiment des médias de droite qui ont mis le paquet, qui se sont chargés de cette affaire. Mais enfin, je te rappelle encore les propos de Taubira. Il faut pas parler de la traite arabo-musulmane pour que les jeunes arabes ne portent pas sur leur dos tout le poids de l'héritage des méfaits des arabes. Tu comprends ce deux poids deux mesures systémique? Parce qu'une grande partie du message politique du rap, il se base justement là-dessus, sur cette vision extrêmement biaisée de l'histoire qui est promue par cette gauche extrêmement anti-occidentale. Et le plus dramatique là-dedans, c'est que les rappeurs se font passer pour des rebelles, alors que globalement, ils disent exactement ce qu'on leur dit de dire. Par exemple, tu sais ce qui peut créer la violence aussi, le manque d'infrastructures. C'est un facho lambda, un RP musicologie, ouais, clairement. Le manque de considération de l'État,
les difficultés financières, le manque d'infrastructures. Et voilà, on en arrive sur le fameux « si on est violent, c'est parce qu'on n'a pas de terrain de foot, pas de bibliothèque ». Après, tu mets un terrain de foot, une bibliothèque et ça brûle. Et c'est une boucle qui coûte très cher. Et vous voyez, c'est toujours la faute de l'État, c'est toujours la faute des autres. C'est absolument impossible de considérer que le problème, au moins une partie du problème, viendrait des communautés elles-mêmes. C'est toujours la même histoire et je trouve ça absolument révoltant. Les aides sociales, d'avoir tout ça en place. Et c'est des trucs qui économiquement servent le pays, de mettre ça en place. C'est pour ça que ça existe. Non, c'est faux. C'est incroyable de balancer des trucs aussi faux. Non, si on fait le calcul, qu'on fait de la comptabilité, entre ce que rapporte l'immigration et les descendants d'immigrés et ce qu'elle coûte, mais c'est une catastrophe économique. Donc pourquoi argumenter sur des mensonges ? Et ça, c'est le plus gros problème. C'est qu'ils sont tellement dans un logiciel de la complainte, de la revendication, de la révolte, etc., qu'ils sont incapables de faire preuve de la moindre gratitude. Et tout le problème vient de là. L'identité entière qu'ils se sont forgées se base sur ce sentiment d'être oppressé. Et ça, vous avez vu comme ça les choque quand on n'adhère pas à leur message de victimisation. La blanchité à l'état pur. En fait, clairement, là, on est face à une personne qui, si jamais tu regardes la vidéo, jeune érudit, le contrat raciat de Charles Miles, c'est un philosophe, c'est bien sûr un argument d'autorité, peut être très intéressant pour que tu puisses prendre en connaissance certaines notions comme la blanchité. Et voilà un vieux torchon de sociologie de 1997 qui fait passer de l'idéologie pour de la science. D'ailleurs, c'est pas le premier à me le sortir, Mais surtout, c'est encore un qui n'arrive pas à comprendre à quel point on a changé de paradigme. Et surtout, encore un qui vient faire le reproche à des gens dans leur pays d'être blancs. Et ça devient insupportable, en fait. Et d'ailleurs, les gens n'en peuvent plus d'une manière générale de ça. Il y a un ras-le-bol général. On n'en peut plus d'entendre ça. On n'en peut plus de s'entendre reprocher notre blanchité par des gens qui habitent dans des pays blancs. D'ailleurs, moi, tu sais, j'habite même plus en France. J'habite même pas dans un pays blanc, d'ailleurs. Mais jamais ça me viendrait à l'idée de balancer des trucs comme ça. C'est répugnant. Et je crois, voilà, on va finir là-dessus parce que j'en ai marre. Mais je crois que le gros du problème, il vient de ce discours du « l'immigré est une chance pour la France ». Ça, c'est vraiment la rhétorique antiraciste qui a eu les conséquences les plus désastreuses. Et c'est d'ailleurs une pure mentalité de colon. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais dans leur tête, c'est vraiment ancré qu'ils sont des chances pour la France, que la France leur doit quelque chose, voire qu'elle leur doit tout. Il y a vraiment des gens qui sont persuadés que les immigrés ont construit la France. Et donc, comment est-ce que vous voulez créer une relation saine entre des communautés d'immigrés ou de descendants d'immigrés qui se voient presque comme les sauveurs ou les constructeurs du pays aux dépens du peuple autochtone? En fait, c'est une question de décence basique. Quand tu vas habiter dans un autre pays, même si tu travailles, même si tu payes des impôts, même si tu es bien intégré, mais ce n'est pas au pays d'être redevable envers toi. C'est à toi d'être redevable envers ce pays. Et je sais pas ce qui s'est passé exactement pour qu'on en arrive à cette inversion totale des valeurs en France et en Europe en général. Et en fait, d'ailleurs, ça fonctionne comme ça à peu près partout, sauf en France et dans les pays européens, où il y a ce discours de la France nous doit tout, la France a besoin de nous, etc. Mais ça finit par créer des mentalités extrêmement toxiques. Une mentalité où les communautés problématiques ne vont jamais se remettre en question, par exemple, parce que tout sera toujours de la faute des autres. Et ça, c'est vraiment écœurant. Mais vraiment, alors que pourtant, t'es un mec qui n'est pas d'une mauvaise foi absolue. Tu es capable de reconnaître certaines choses quand même. Mais à aucun moment, ça a pu te traverser l'esprit que certaines communautés, par les cultures qu'elles imposent, par les incompatibilités culturelles qu'elles imposent aussi, sont responsables au moins en partie de la situation dans laquelle elles sont et dans laquelle elles mettent le pays. Mais non, évidemment, ils vont choisir le logiciel gauchiste qui a tout prévu pour eux. Non, c'est pas de votre faute, c'est la société, c'est l'Occident, c'est les Blancs, c'est le capitalisme, c'est ci, c'est ça. Alors qu'en fait, ça leur ferait un bien fou de se responsabiliser, justement. Ça leur permettrait d'arrêter d'être les moutons de la gauche. Bah écoutez, encore une fois, c'est une vidéo qui est beaucoup trop longue. Il y aurait de quoi faire une troisième partie, mais je vous avoue que je fatigue un peu. Donc c'est selon, on verra si ça vous intéresse ou pas. Je ferai peut-être éventuellement une troisième et dernière partie, vous me direz. Mais enfin bon, à chaque fois, les réacts à mes vidéos sont outrageusement longs. Alors si jamais c'est la dernière vidéo et qu'il n'y en a pas d'autres après, eh ben mon bon Cassos 2.0, bon, d'un point de vue politique, je pense qu'on est vraiment à l'opposé complet. Toi, je pense que tu votes LFI.
On s'est envoyé quelques fions, de petites insultes aussi par-ci par-là. C'est le jeu, je t'en tiens pas rigueur. J'espère que toi non plus. Mais il y a quand même un truc que je voudrais faire, c'est te remercier pour ce react, même s'il est trop long. Parce que mine de rien, tu vois, ce type d'échange, c'est toujours extrêmement enrichissant. C'est toujours très important d'échanger avec l'autre, à une époque où, voilà, justement, il y a de moins en moins d'échanges. Et ça, je pense que c'est quand même la preuve d'une certaine ouverture d'esprit que tous les gens de gauche n'ont pas. Donc voilà, je voulais aussi mettre ça à ton crédit. Et quand je t'entends parler, je me rends compte qu'en fin de compte, il y a beaucoup de choses que tu ignores sur la pensée des gens de droite, voire de la pensée des gens que tu appelles des racistes. Et je pense que si tu apprenais réellement à les connaître, à savoir ce qu'ils pensent, et pourquoi est-ce qu'ils pensent, tu en ressortirais grandi. Après, j'ai aussi l'impression que tu as l'air d'être tombé dans le piège de donner à ton public ce qu'il attend, même quand ce qu'il attend, ce n'est malheureusement pas la vérité.